La cousine de mon grand-père, ma grande-tante, chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie, qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n'avait plus voulu quitter, d'abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit, et ne descendait plus, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d'idées fixes et de dévotion. Son appartement particulier donnait sur la rue Saint-Jacques, qui aboutissait beaucoup plus loin au Grand Pré, par opposition au Petit Pré, verdoyant au milieu de la ville entre trois rues, et qui, uni, grisâtre, avec les trois hautes marches de grès presque devant chaque porte, semblait comme un défilé pratiqué par un tailleur d'images gothiques à même la pierre, où il eût sculpté une crèche ou un calvaire. Ma tante n'habitait plus effectivement que 2 chambres contiguës, restant à l'après-midi dans l'une, pendant qu'on aérait l'autre. C'était de ces chambres de province qui, de même qu'en certains pays des parties entières de l'air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas, nous enchantent des 1000 odeurs qui dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l'atmosphère y tient en suspens. Odeur naturelle encore, certes, et couleur du temps, comme celle de la campagne voisine, mais déjà casanière, humaine et renfermée, gelée exquise, industrieuse et limpide de tous les fruits de l'année qui ont quitté le verger pour l'armoire. Saisonnière, mais mobilière et domestique, corrigeant le piquant de la gelée blanche par la douceur du pain chaud. Oisive et ponctuelle comme une horloge de village, flâneuse et rangée, insoucieuse et prévoyante, lingère, matinale, dévote, heureuse d'une paix qui n'apporte qu'un surcroît d'anxiété et d'un prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie à celui qui les traverse sans y avoir vécu. L'air y était saturé de la fine fleur, d'un silence si nourricier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques, où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d'arriver à Combray. Avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, on me faisait attendre un instant dans la première pièce, où le soleil, d'hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé entre les 2 briques et qui badigeonnait toute la chambre d'une odeur de suie, en faisait comme un de ces grands devants de four de campagne ou de ces manteaux de cheminée de château, sous lesquels on souhaite que se déclare dehors la pluie, la neige, même quelques catastrophes diluviennes, pour ajouter au confort de la réclusion la poésie de l'hivernage. Je faisais quelques pas du prie-Dieu au fauteuil en velours frappé, toujours revêtu d'un appuie-tête au crochet. Et le feu, cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l'air de la chambre était tout grumeleux et qu'avait déjà fait travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin. Il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson où, à peine goûter les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramage, je revenais toujours avec une convoitise inavouée, m'engluer dans l'odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs.